Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme promis, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition, une nouvelle émission de votre Zoom Sur. Et ce soir, nous allons parler pluie. Ce Zoom Sur est consacré aux pluies et aux inondations qui ont dévasté de larges zones en Mauritanie et causé des inondations et beaucoup de désagréments. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Ould Salek, qui est le wali de Nouakchott Sud. Et également avec nous le coordinateur du projet d'assainissement de la ville, qui est Monsieur Sidi Ould Mohamed Lemine. Et nous avons également avec nous pour ce plateau Mohamed Gawad Ahmed Bennan, Moulay plutôt, excusez-moi, Gawad Ahmed Bennan, qui est le directeur technique de l'Office national de l'assainissement. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Alors avant d'entamer nos discussions, notre débat, nous allons passer un petit élément sur la dernière fois que le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud s'est rendu dans les différentes Mourata de la capitale pour superviser les opérations d'évacuation des eaux de pluie. Je vous propose de suivre ce reportage signé Bokar Baylaba. Première étape, le quartier de Dar el-Beïda dans la Moukata d'Elmina. Sur place, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a été édifié par les responsables sur le déroulement des opérations d'évacuation des eaux de pluie et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il a donné des instructions pour accélérer les opérations dans toutes les zones touchées. Il s'est en outre informé des moyens déployés pour le lancement de la campagne de sensibilisation pour l'appui aux familles sinistrées d'Elmina. Des explications données par la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintaha, sur les tenants et les aboutissants de cette campagne. Deuxième étape, la Moukata de Sepra dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur place, le Premier ministre a été informé que les équipes en charge des opérations poursuivent leurs interventions de jour comme de nuit afin de faciliter la mobilité et évacuer les eaux stagnantes dans les habitations. Il a exhorté les responsables des opérations d'intervention à accélérer le rythme et redoubler d'efforts avec l'élaboration d'un plan d'action qui permet de fixer des priorités et de mieux organiser le travail. Troisième étape, la Moukata de Darnaïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. Sur place, le Premier ministre s'est informé sur les moyens nécessaires à l'évacuation complète des eaux stagnantes pour un retour rapide à une situation de normalité. Là aussi, les équipes en charge de l'opération continuent nuit et jour afin de pomper les eaux stagnantes. Il a exhorté les responsables d'assurer une meilleure répartition des tâches afin de coordonner les efforts de tous les acteurs de la chaîne d'intervention, plus précisément au niveau de l'Office national de l'assainissement, la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, les communes et les autorités administratives locales sous la supervision directe des walis. Et dans ce genre de situation, la coordination des efforts est plus que jamais nécessaire. D'ailleurs, le groupement général de la sécurité des routes s'est investi dans une tâche qui consiste à assurer la bonne circulation sur les rues principales, objet d'opération d'évacuation des eaux de pluie. En d'autres termes, il s'agit d'assurer la bonne exécution des tâches de la chaîne d'intervention, plus précisément au niveau de l'Office national de l'assainissement, la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, les communes, entre autres dans le pompage des eaux de pluie. Ce membre du groupement général de la sécurité des routes explique que le groupement participe activement dans ces opérations, d'autant plus que plusieurs rues principales ont été envahies et une telle intervention permettra de contribuer au retour à la situation normale. Merci à Bokar Baylaba pour ce compte-rendu. Alors, messieurs, avant de parler des solutions, avant de parler des problèmes, faisons un état des lieux rapide de la situation en ce moment, que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays. Nous allons commencer par vous, monsieur le Wali. Je vous remercie. Je remercie également la télévision de Mauritanie pour avoir donné cette occasion d'évoquer ce problème que nous vivons depuis quelques jours maintenant, surtout au niveau de Nouakchott Sud, où les populations suite aux pluies qui sont abattues à Nouakchott ces derniers jours, les populations ont été largement, je dirais,
touchés par les inondations dans des quartiers assez larges de la wilaya, notamment au niveau de toutes les Boukhata de la wilaya de Nouakchott Sud particulièrement ont été touchés, à des degrés divers bien entendu. La Boukhata la plus sinistrée où de larges dégâts ont été recensés au niveau de la Boukhata, c'est au niveau d'Elmina. Suit bien sûr Aravat et Riyad par la suite. Ces populations ont été touchées parce qu'on comprend que la wilaya de Nouakchott Sud regroupe une majorité de populations qui sont déjà pauvres, des populations qui sont dont les moyens économiques, dont l'habitat est même assez précaire dans les quartiers les plus touchés. Ce sont surtout ces quartiers qui ont été les plus touchés, au niveau de Dar el-Bela et el-Mina, au niveau de Neteg également, les quartiers qui ont été touchés, même certains quartiers plus ou moins aisés également ont été inondés. Et donc je dirais qu'une large partie de cette wilaya, de ces populations ont été touchées par ces inondations. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur les différentes zones qui ont été touchées et les solutions que vous avez préconisées. Rapidement, Monsieur Sidi Ould Mohamed Lammi, vous êtes le coordinateur du projet assainissement de la ville de Nouakchott. Comment la ville de Nouakchott vraiment, comment faisons-nous aujourd'hui pour assurer l'assainissement dans notre ville? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'équipe de la télévision de Mauritanie pour l'intérêt qu'elle accorde à la problématique de l'assainissement de la ville de Nouakchott. Je dirais que le contexte urbain de la ville de Nouakchott se caractérise par plusieurs facteurs qui à la fois pénalisent l'édification des systèmes d'assainissement collectif et qui augmentent malheureusement les risques d'inondation en cas de fortes précipitations. On peut citer essentiellement parmi ces facteurs l'urbanisation galopante et anarchique qui est dictée par la croissance démographique et tous les phénomènes liés à l'exode rural, le manque de respect des normes en matière d'aménagement urbain, le déficit d'infrastructures pour la plupart des services de base et plus particulièrement la carence de systèmes d'assainissement collectif dans la ville de Nouakchott. L'évacuation l'efficacité technique dans les eaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales est fortement tributaire du taux d'urbanisation d'une ville. Et le premier critère en la matière est la proportion de la voirie publique qui est revêtue en matériaux durs comme du béton armé ou de la pierre ou du bitume. Malheureusement, dans le contexte de la ville de Nouakchott, où pratiquement toutes les villes sont en sable mouvant, et ce qui fait que le TN de ces espaces-là, le TN, c'est-à-dire le niveau du terrain naturel, se déplace tous les jours à cause de l'érosion, du phénomène d'érosion, du phénomène du trafic routier et même des comportements des riverains. Donc de ce fait, le sens d'écoulement des eaux pluviales et les points même de stagnation des eaux de pluie changent d'une saison à une autre. Donc malheureusement, il est très difficile, ou techniquement, dans ce genre de contexte, il n'est pas possible de collecter les eaux de pluie. La seule possibilité, ça serait l'évaporation ou l'infiltration à grande échelle. Pourquoi? Parce que si la voirie était revêtue en matériaux durs, le sens d'écoulement des eaux de pluie, comme ce qui se passe dans la plupart des villes urbaines, le sens d'écoulement des eaux pluviales est connu. C'est-à-dire que les eaux pluviales vont s'écouler vers les points les plus bas de la ville, dans lesquels on équipe de bassins et éventuellement de stations de pompage, et ce qui permet d'évacuer une pluie en quelques heures. Et donc, c'est une situation
qui est difficile, parce qu'une pluie, je ne sais pas, est-ce que vous réalisez les quantités d'eau suite à la moyenne de pluviométrique qu'on a déjà enregistrée au cours des dernières semaines, qui dépasse les 155 mm. C'est des quantités qui se chiffrent entre 12 à 15 millions de mètres cubes de tonnes. Donc, si vous voulez, c'est la superficie de la ville de Nouakchott. Et donc, l'évacuation de telles quantités en quelques jours ou quelques semaines, ça nécessite une logistique assez grandiose. Et quelques dizaines de rotations de camions vidangeurs. Cependant, je pense qu'actuellement, toutes les autorités sont mobilisées pour essayer de secourir la population sinistrée. On espère que la situation d'urbanisation évolue dans le bon sens à court terme et à moyen terme. Justement, vous avez parlé d'évacuation des eaux. On a justement, parlons-en, Monsieur Moulay Gawad, comment s'effectue vraiment l'évacuation des eaux de pluie en ce moment à Nouakchott, à votre niveau? Je vous salue d'abord. Je salue la télévision nationale pour le Mauritanie pour son inquiétude sur la situation de l'assainissement à Nouakchott. Mais je voudrais rappeler que ce n'est pas Nouakchott seulement qui est touché. C'est toute la Mauritanie. C'est Kaïdi, c'est Nbeike, c'est Soukhnou, Abdel Bagrou. L'ONAS intervient sur tous les territoires nationaux. Mais dans le cas de Nouakchott, l'Office national de l'assainissement a un arsenal de citernes et a un réseau d'assainissement pour les eaux usées et un réseau d'assainissement pour les eaux pluviales. Et aussi, on a un système de pompage des eaux stagnantes. Avec ces trois composantes, l'Office national de l'assainissement fait le maximum pour évacuer cette grande quantité inhabitée qui se trouve actuellement sur le sol de la ville de Nouakchott. Avec notre arsenal de citernes, nos citernes et les citernes privées aussi qu'on a louées, avec notre réseau d'assainissement pour les eaux pluviales, qui a d'ailleurs une grande capacité, et avec aussi notre ancien réseau d'assainissement des eaux usées, on essaye toujours de faire des rotations plus modérées. Ça veut dire que avec les citernes, avant qu'on ait un réseau d'assainissement, les citernes prennent du temps pour se remplir, pour sortir de la ville, pour s'évacuer, faire le vidange et revenir. Mais avec notre réseau actuel, qui a une grande capacité, un réseau d'assainissement des eaux pluviales, qui a une grande capacité, mais qui ne couvre pas toute la ville, le temps de retour de la citerne est diminué. Ça veut dire qu'avant, on faisait 5 à 6 rotations par jour. Actuellement, on fait 20 à 25 rotations par jour. Et je crois que les résultats actuellement sur le terrain sont visibles. Et je crois que... Quelles sont les zones qui bénéficient de ce système d'assainissement, justement? Quand vous parlez des 3 systèmes que vous avez. Ce système d'assainissement, on a d'abord l'ancien réseau des eaux usées, qui se trouve seulement dans le centre-ville. C'est-à-dire le centre-ville? Le centre-ville, ça veut dire la zone qu'on appelle capitale. Et on a le réseau d'assainissement pour les eaux pluviales, qui couvre 4 muqata'a. El Mina, Sebkha, Tavraq Zayna et Luxar. En fait, 5 muqata'a. El Mina, Sebkha, Luxar, Tavraq Zayna et Tayert. Et on a le système de pompage qui se trouve partout à Nouakchott. Là où il y a des mares stagnantes, on a installé un système de pompage pour évacuer ces mares. Monsieur Louali, oui. Dans votre zone,
comment ça se passe pour les systèmes d'évacuation des eaux justement, et aussi les solutions que vous préconisez aujourd'hui pour protéger un petit peu la population. La ville est quand même senti dessous. Il y a beaucoup de mares, beaucoup de flaques d'eau, et il y a des risques. Enfin, il y a encore des pluies qui sont annoncées, qui ont été annoncées. Donc, comment aujourd'hui à Nouakchott Sud, comment on fait aujourd'hui pour parer à cette situation-là? Il faut quand même rappeler ou préciser ce qu'il vient de dire. Il y a effectivement un réseau de traitement ou d'évacuation des eaux pluviales qui couvre pour la wilaya de Nouakchott Sud et le Mina. Mais cette couverture est partielle. Ce n'est pas une couverture totale. Même je crois que c'est également le cas dans les autres. Parce que l'Ilmina fait quand même partie des zones qui ont été très touchées. Qui sont très touchées, qui ont été très touchées. Et je dirais que c'est la Muqata'a qui a été la plus touchée au niveau de Nouakchott. Si je peux peut-être ajouter après Darnaï. Mais c'est une Muqata'a qui a été très touchée par les inondations. Ces inondations résultent d'abord par la précarité des habitations. C'est en général des habitations très précaires, par le niveau économique des populations. C'est en général des populations très pauvres qui habitent dans des quartiers périphériques. Et par la situation, comme il vient de le préciser également, la situation même de la ville sur le terrain, qui se situe en fait sur une partie très basse de la ville par rapport au niveau de la mer et par rapport au niveau de la ville d'une manière générale. Donc, c'est des populations qui ont été largement touchées. Et il faut dire que l'intervention a été rapide, elle a été bien coordonnée et surtout qu'elle a permis, qu'elle ait été l'occasion pour plusieurs intervenants de venir assister ces populations qui ont été en fait sinistrées. Il faut citer naturellement l'Office national de l'assainissement, qui est la mission première et qui intervient de manière plus directe au niveau de toute la wilaya de Nouakchott Sud. Il faut citer également les communes à des degrés divers, bien entendu, les communes de Mina, la commune d'Elmina, la commune de Riyad et celle de Arabat, qui ont chacune pu mobiliser suivant ses moyens, ce qu'elle a pu mobiliser comme moyen d'évacuation des eaux et d'assistance aux populations. Mais également d'autres intervenants qui ont fait une intervention telle que le port autonome de Nouakchott, par exemple, pour le Mina, telle que la région également de Nouakchott qui a intervenu dans les différentes Muqata'a, telle que la Soumagaz également qui a intervenu au niveau de Mina. Donc tous ces intervenants ont permis de mobiliser des moyens d'assister les populations. Les interventions sont également allées au-delà de l'évacuation pour porter une assistance directe aux populations. Vous avez vu dans l'élément que vous avez présenté la ministre des Affaires sociales qui a intervenu. Et cette intervention des Affaires sociales concerne de manière exclusive les familles qui ont été sinistrées et qui sont dirigées ou qui comprennent une personne handicapée. Donc ce sont des populations en fait les plus vulnérables qui ont été les premières à bénéficier de l'assistance de l'État. Cette assistance va bien sûr continuer pour les autres populations. Nous sommes en train d'identifier les populations, les ménages les plus touchés pour voir avec les structures de l'État quelle forme d'assistance l'État pourrait leur apporter. Donc c'est dire qu'effectivement l'État et les structures d'une manière générale publiques ont intervenu de manière tout à fait prompte et directe pour porter assistance aux populations qui ont été... Est-ce que cette assistance aujourd'hui et après, je veux dire, est-ce que c'est une assistance assez conséquente pour les populations aujourd'hui? Parce que la situation est quand même difficile dans certaines zones. Nous, aujourd'hui, dans toutes les Muqata'a de la wilaya de Nouakchott Sud, nous avons atteint les objectifs à 50% au minimum. Dans certaines zones, nous sommes allés à 60%. Ça veut dire que les populations ont été largement soulagées par l'intervention qui a été faite. Il faut dire qu'il reste encore du travail à faire et c'est pour ça que nous continuons à travailler nuit et jour d'ailleurs pour que ces populations recouvrent leur
vie habituelle le plus rapidement possible. Et cela, il faut dire que les instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État, du président de la République au Premier ministre, aux ministres, les différents ministres, chacun dans son secteur, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Hydraulique, le ministre de l'Équipement, qui ont mobilisé les moyens pour que ces populations puissent bénéficier d'une assistance rapide et puis pour que cette intervention puisse également atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Monsieur Sidi Mohamed, dites-moi, concernant le projet d'assainissement de la ville de Nouakchott, le projet d'assainissement. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer un peu la situation de l'assainissement dans la ville de Nouakchott. En fait, malheureusement, la carence d'un système de collecte et de drainage des eaux usées, combiné à d'importantes fuites des réseaux de distribution dans la ville de Nouakchott, favorise la formation des nappes superficielles, surtout dans les zones basses, qui augmentent tous les jours. Et cette nappe-là superficielle les effets de cette nappe-là superficielle ont été ressentis en 2013-2014, c'est-à-dire 2 années après le démarrage de l'adducteur d'Awtat Sahli. Elle s'est manifestée par l'émergence et la prolifération d'amarres superficielles dans les quartiers de Bagdad, Soujim PS, et Ksar, et certains quartiers de la commune de Vraghzina. Ces problèmes-là étaient à l'origine d'un système qu'on appelle système de drainage, qui réellement, sa fonction principale est le drainage et le rabattement, voire la purge du sous-sol de cette nappe-là. Mon collègue l'appelle système d'évacuation des eaux pluviales, mais ce système il a été conçu pour réellement maîtriser la remontée de cette nappe-là, qui amenait en 2014-2015, amenait certains habitants, certaines populations à quitter leur maison. Comme dans la zone de Bagdad? Dans la zone de Bagdad, Soujim PS et Ksar. Donc on a conçu ce système-là pour maîtriser, il y avait cette urgence-là, et pour régler ce problème-là, comme je l'ai dit, qui est dû à un manque d'un système de collecte des eaux usées. Donc les eaux usées s'infiltrent dans le sous-sol à travers les fosses septiques, avec aussi les importantes quantités qui ont été injectées par l'adducteur Awtat Sahli dans un réseau de distribution assez vétuste. Le problème était vraiment très préoccupant dans ce qu'on appelle les zones basses de la ville de Nouakchott. Donc on a conçu un système qui collecte cette nappe-là et l'évacue dans l'océan. Ce système-là, il a été construit dans la période 2016-2018. Il a été mis en service fin 2018. Depuis sa mise en service, tous les jours, il collecte, alors qu'il n'y a pas de pluie. Tous les jours, il collecte. Là, je parle sur le contrôle de l'eau. Tous les jours, il collecte, il évacue dans l'océan une quantité à peu près, selon un rapport qui a été fait par un bureau français qui a été remis, je crois, au mois de juillet dernier. Il faut ressortir qu'il collecte par année en moyenne 9 millions de mètres cubes. 9 millions de mètres cubes, quand vous le projetez dans ces zones-là, c'est à peu près, ça dépasse une moyenne pluviométrique de 250 à 300 mm par an. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce système-là, tout d'abord, son effet sur les précipitations n'est pas direct. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, techniquement, on ne peut pas, dans des rives sableuses, on ne peut pas collecter les eaux pluviales. La seule manière pour les eaux pluviales, c'est de s'infiltrer ou s'évaporer, techniquement. Ça prend du temps. C'est pour cela que lui, le système ne peut pas collecter directement les eaux pluviales. Mais réellement, en purgeant cette nappe-là, il permet au sol de retrouver sa capacité d'absorption. En 2013-2014, dans ces zones-là, la situation était beaucoup plus pénible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ce système-là, on a rabattu la nappe à peu près 50 à 60 cm. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des eaux pluviales, le sol a une capacité encore d'absorber une certaine quantité de pluie. Donc, effectivement, en plus, dans les endroits qu'il couvre, il y a cette possibilité-là d'exitoire pour effectivement des citernes de la SN2. Mais c'est un système qui est conçu essentiellement pour maîtriser l'effet de remontée de cette nappe-là superficielle.
que je dirais, que j'appellerais l'ennemi invisible de la problématique d'assainissement de la ville de Nouakchott. Parce que les effets de la remontée de cette nappe-là ne seraient pas moins désastreux que les conséquences de fortes précipitations qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est une nappe qui remonte, comme je l'ai expliqué, tous les jours. En 2013-2014, elle s'est manifestée par des mares qui se développent un peu partout. Et Donc sans ce système-là, si je comprends bien, la situation serait beaucoup plus grave. Il y aura des mares, on allait avoir beaucoup plus de mares dans ces zones-là basses, et cette nappe-là superficielle allait affleurer, allait émerger Dans toute la ville. dans les rues. Cette nappe-là superficielle, ces raisons, comme je l'ai expliqué, c'est les fuites tout d'abord des réseaux de la SN2, parce que partout dans le monde, un réseau de distribution d'eau potable, il a toujours une perte de 20 à 30% de ce qu'on injecte là-dedans. Techniquement, on ne peut pas avoir un réseau étanche à 100%. Les réseaux de distribution d'eau potable, au mieux des cas dans la sous-région, ils ont un rendement de moins de 70%. C'est-à-dire que 30% des quantités qu'on injecte, ils vont dans le sous-sol. En 2013-2014, à la mise en service de l'adducteur Avtot, comme je l'ai expliqué, les réseaux étaient très vétustes. Et donc 50% ou 100% de ce qu'on injecte là-dedans, c'est-à-dire 100 000 mètres cubes, passaient directement dans le sous-sol, sans consommation. Sur les 50% qui restent, il y a un retour à l'égout d'à peu près 60%. C'est-à-dire que ce que d'habitude on consomme dans un foyer, 60% de ça va dans la fosse septique. Et comme les fosses septiques ne sont pas étanches et les gens ne les vidangent pas, et malheureusement dans ces endroits, zones-là basses, sont parfois en contact avec l'océan, ça tire le sous-sol. Donc c'est un phénomène réellement qui préoccupait plus que les eaux pluviales. Donc je pense que ce système-là, même s'il fonctionne, même s'il a amélioré aussi la situation dans ces zones-là, comme je l'ai expliqué, la plupart des gens de Bagdad sont revenus en 2018-2019, au Ksar commencent à réhabiter leurs habitations. Ce système-là ne peut en aucun cas se substituer à ce qu'on appelle solution normalisée. C'est-à-dire qu'on doit tout d'abord maîtriser les fuites de la SN2, les ramener à la norme, moins de 30%, entre 25% et 30%. Ensuite, on devrait éliminer les fosses septiques qui alimentent la nappe superficielle. C'est-à-dire qu'on doit avoir un réseau de collecte et de drainage d'eau usée qui couvre une grande partie de la ville, ou du moins dans les zones basses. Dans ces zones basses-là, il faut vraiment qu'on minimise l'injection des eaux, qu'elles soient les fuites de la SN2 ou des eaux usées dans le sous-sol. Parce que déjà, on est déjà à une altitude assez faible par rapport à... Voilà. Mais quelles sont les solutions aujourd'hui préconisées justement? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est justement en train d'adopter ces méthodes-là, ou sommes-nous encore la phase de constatation? Comme je l'ai expliqué, on a commencé tout d'abord par régler le problème. En 2013-2014, on a réglé le problème de ces quartiers-là. Et ce problème je dirais, c'était une solution à un problème qui ne devrait pas exister s'il y avait un réseau de drainage des eaux usées et si les fuites de la SN2 étaient normalisées. Ensuite, dans ces zones-là, quand il fallait faire ce système-là pour rabattre la nappe et pour faciliter un réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées. Parce que techniquement, les collecteurs des eaux usées, comme c'est une eau qui est chargée, on les pose avec des pentes assez importantes, c'est-à-dire à des profondeurs de 6 mètres, 7 mètres. Donc dans ces zones-là, un projet d'eau usée allait coûter 2 fois plus cher s'il n'y a pas un système de rabattement de nappe. Donc c'était un préalable ou c'était un facilitateur de réalisation d'un réseau de drainage des eaux usées. Et depuis les autorités ou les départements, depuis
lorsque même on pensait au projet d'Aftot Sahli, c'est-à-dire d'alimentation de la ville de Nouakchott en eau potable, cette question d'assainissement était bien appréciée. Il y a eu toujours des plans directeurs d'assainissement dans la ville de Nouakchott. La première version du plan directeur de la ville de Nouakchott, elle était dans l'APD du projet Aftot Sahli en 2001. Mais comme à l'époque, il fallait tout d'abord attendre qu'on amène l'eau du fleuve à l'île C pour qu'on commence à faire les autres composantes du projet, c'est-à-dire le réseau de distribution et l'assainissement. C'est en 2019 que réellement, 2019-2010, que réellement on a atteint un retour de non-exécution de l'adduction d'Aftot Sahli. Et malheureusement, en 2009-2010, il y a eu un arbitrage qui n'était pas favorable à l'assainissement de la ville de Nouakchott. C'est-à-dire que les autorités, à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes d'électricité. Et on a favorisé le... Mais cela quand même fait partie des facteurs aggravants aujourd'hui des inondations que nous vivons, à Nouakchott ou à l'intérieur du pays peut-être. À Nouakchott, c'est une préoccupation qui commence à être assez étrange. Mais comme je l'ai expliqué, on a déjà un plan directeur. Malheureusement, il nécessite un volume d'investissement beaucoup plus important que la phase qu'on a fait en 2016-2017. Parce que les eaux de drainage des eaux usées en 2017-2016 a été réalisé à travers au titre de l'aide bilatérale d'un partenaire au développement, c'était de l'aide. Pour faire un réseau d'assainissement dans la ville de Nouakchott, c'est un investissement qui se chiffre à quelques centaines de millions de dollars. Nous reviendrons tout à l'heure sur le plan de l'assainissement de la ville de Nouakchott. En attendant, Monsieur Boulay, aujourd'hui, l'ONAS, son travail sur le terrain, l'efficacité vraiment de son travail sur le terrain pour le drainage des eaux aujourd'hui. L'efficacité du travail de l'ONAS, ça se voit sur le terrain. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'ONAS seulement qui interviennent. Mais justement, quels sont les partenaires Il y a la délégation protection civile qui interviennent et qui nous aide dans la wilaya, dans la Muqata'a de Dar Naïm, wilaya de Nouakchott Nord. Et il y a aussi le ministère de l'équipement. Et il y a même notre ministère. Et d'ailleurs, on était hier soir dans la wilaya de Nouakchott Sud. On était en train de faire des bises sous les goudrons pour que l'eau passe. Faire des faire des bises sur le goudron, sous le goudron, pour que les eaux passent d'un côté à l'autre. Un tuyau qu'on passe sous le goudron. Sous le goudron pour soulager la population. Et on distribue même des motopompes au wilaya pour qu'ils distribuent ça au Muqata'a pour que les préfets donnent les motopompes à la population pour qu'elle puisse aider l'ONAS à évacuer les eaux. Et aussi, il y a le ministère de l'équipement, toujours, il nous aide aussi de faire des digues de protection contre les vagues d'eau qui viennent de l'extérieur de la ville de Nouakchott, telle que la zone, comment elle s'appelle? La zone d'hier, là où on était. Dar el-Biada. Des digues d'eau qui viennent de l'extérieur. Des digues de protection pour protéger la population contre les eaux qui viennent de l'extérieur de la ville de Nouakchott. Parce qu'il y a des ruissellements qui viennent dans la zone de Dar el-Biada. Des ruissellements? Oui, des ruissellements qui viennent toucher la population. Et aussi dans la zone de Sabra. On avait un système de pompage qui pompe une grande mare. Et actuellement, on est en train de le renforcer par l'augmentation de la quantité des pompes pour évacuer les eaux vers l'océan. Et on distribue aussi des pompes dans les quartiers pour qu'on puisse alimenter cette mare. Et à partir de cette mare, on évacue les eaux à l'extérieur de la ville. Le système de drainage avec les camions citernes, quand ils prennent les eaux au niveau des mares en ville, où est-ce qu'ils les déversent? Ils les déversent directement dans le réseau de collecte, soit eau usée pour les eaux pluviales, ou ils les rejettent dans le système de pompage, là où il y a des mares
là où on a installé des pompes pour évacuer les eaux à l'extérieur de la ville, on peut déverser aussi les citernes prises dans les quartiers ou sur le goudron. Donc, est-ce qu'il y a déjà un plan des différentes zones de mer? Oui, oui. À chaque fois, avant la période d'hivernage, on prépare les citernes de l'ONAS. Tout l'arsenal de l'ONAS, on le prépare et on garde une grande quantité de citernes ici à Nouakchott et on le distribue aux 3 wilayas. Chaque wilaya, elle bénéficie d'un nombre bien déterminé des pompes, des citernes bien équipées avec leurs pompes, avec leur personnel. Et c'est à eux de gérer les endroits parce que les walis et les hakms connaissent les endroits les plus touchés. Et c'est à eux de donner les ordres pour que la citerne définisse définisse les zones. le mode de gestion. Et pour l'ONAS, on a un personnel, on a une direction d'exploitation qui s'occupe de l'exploitation des 3 réseaux que je viens de citer. C'est-à-dire le réseau des eaux usées, le réseau des eaux pluviales et le système de pompage. On fait la maintenance avant la période hivernale, on fait le curage, on fait la maintenance des pompes, on fait le changement des couvercles, on fait tout ce qui est nécessaire pour, avant l'hivernage, pour que les eaux puissent drainer normalement dans notre réseau. Donc je suppose que vous tenez déjà des réunions, parce qu'il y a déjà des comités voilà, des structures et des comités. Je suppose que vous travaillez déjà en synergie déjà pour faire face aux prochaines pluies, hein, parce que ce n'est pas encore fini. Il faut dire qu'il y a des structures qui ont été créées pour gérer justement ces situations d'urgence à différents niveaux. La gestion des catastrophes. La gestion des catastrophes au niveau national, au niveau régional, au niveau local, le Mokata, etc. Et donc il y a différentes structures qui sont créées justement pour prendre en charge ces situations d'urgence. Comme il l'a précisé, effectivement, les systèmes qu'il a évoqués, le système d'évacuation des eaux, le système de récupération des eaux par les citernes, tous ces systèmes-là, effectivement, les citernes, quand elles récupèrent les eaux, elles les déversent dans la canalisation du système d'évacuation le système d'assainissement qu'ils ont mis en place. Donc ça permet justement de gagner du temps, comme il a expliqué. La citerne, au lieu d'aller faire sa vidange à l'extérieur de la ville, très loin, etc., elle a la possibilité d'aller directement dans des bouches des réseaux et de faire la vidange dans la bouche la plus proche. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Ils ont également, comme il a expliqué, introduit un système de pompage et d'évacuation des eaux pour soulager les populations par des motopompes que l'on installe dans le quartier et qui permettent d'évacuer les eaux dans des zones qui sont plus, en général, dans des zones de rétention d'eau et qui permet justement d'évacuer. Et ça, c'est un système très efficace pour soulager les populations le plus rapidement possible. Et justement, d'ailleurs, pour que ce système, il a parlé des bus tout à l'heure, au niveau d'éliminant, au niveau du quartier d'Al-Beda notamment, c'est une zone qui est très basse et qui est proche de l'océan et qui a été particulièrement inondée. Il a été installé des bus, donc des tuyaux, des canaux qui permettent d'évacuer avec un système de drainage naturel, d'évacuer les eaux le plus rapidement possible vers des bassins de rétention qui ont été particulièrement, qui ont été spécialement créés à cet effet. Est-ce qu'il arrive que les populations vous contactent justement au niveau des wilayas parce qu'ils sont submergés d'eau? Les commissions qui ont été créées au niveau des Mokata, au niveau des wilayas, permettent de recenser toutes les doléances des populations qui ont été particulièrement
touchées qui viennent se plaindre ou annoncer qu'elles ont été sinistrées et qui permettent d'orienter, cela permet d'orienter l'action de l'administration vers les zones qui ont été les plus Donc touchées. il y a déjà un comité, Il y a un déjà système d'accueil une pour les populations. une permanence au niveau de chaque Muqata'a, au niveau de chaque commune qui permet de recenser les doléances des populations, leurs plaintes et qui permet d'orienter l'action les moyens de l'administration vers les zones qui sont les plus touchées. Et c'est ça d'ailleurs qui fait l'efficacité de l'action de l'administration, qui permet de répondre à une préoccupation d'une plus large population qui ont été au préalable recensées par les services de l'administration. Et il y a une parfaite coordination entre les différents au niveau de il s'agit de cette commission au niveau de présidée par le Hakem, mais il y a bien entendu la commune qui est membre. Donc il y a une coordination parfaite entre les différents intervenants. Et tous les intervenants, j'ai cité tout à l'heure la région, j'ai cité d'autres intervenants tels que le port autonome par exemple pour l'Imina, tels que la Somagaz. Tous les moyens mobilisés sont mis à la disposition du Hakem et qui préside cette commission qui oriente en fait les moyens vers les quartiers qui sont les plus touchés. Ça se passe dans toutes les wilayas. Ça se passe dans toutes les wilayas. C'est des structures qui sont créées dans toutes les wilayas. Ça se passe de la même manière dans toutes les wilayas, bien entendu. Alors, quel est votre plan aujourd'hui? Nous allons parler des prochaines pluies pour les solutions déjà. Quel est votre plan aujourd'hui pour faire face, pour parer justement à cette situation qui reste encore à venir Qui s'annonce. Oui, qui s'annonce. Nous avons au niveau de Nouakchott Sud, j'ai parlé tout à l'heure de ce système qui a été mis en place qui permet de soulager une large part des populations de la Muqata'a. Il faut dire que c'est un système de drainage que nous avons expérimenté par le passé, notamment en 2020, au niveau d'Elmina également. Il y avait un quartier appelé quartier Tarhil Warf qui a été inondé. Et ce système de drainage nous a permis de le soulager en moins de 24 heures. Donc tout le quartier a été soulagé et que les gens, les populations ont pu regagner leur demeure en moins de 24 heures. Et ce système est en train aujourd'hui d'être expérimenté au niveau de Dar el-Bela, qui est un quartier largement sinistré. Et je pense que les prochaines heures, le système n'a pas encore été mis en place. Enfin, il n'a pas encore été mis en fonction, il n'a pas encore fonctionné. Mais je pense que d'ici demain, il va fonctionner normalement avec les interventions, avec bien sûr le ministère de l'Hydraulique, l'ONAS, le ministère de l'Équipement, la FNDE, qui sont intervenus, qui ont fait des études, qui ont permis de déterminer les lieux où l'on peut placer les bus, le lieu où l'on peut orienter les eaux qui seront récupérées dans des bassins donc, qui vont être aménagés, et également les drains qui vont être réalisés à l'intérieur des quartiers pour orienter l'ensemble des eaux vers le système. Donc le système va fonctionner et on a prévu également, dans le cas où il y a un retard dans l'écoulement des eaux, on a prévu des pompes pour accélérer l'écoulement des eaux le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un système qui va prévenir les prochaines pluies et qui va permettre naturellement de soulager ces populations. Et cela permet de libérer certains moyens qui étaient mobilisés pour ces quartiers pour les orienter vers d'autres quartiers, des citernes, des motopompes qui seront orientés vers d'autres quartiers. Mais quelle adaptation aujourd'hui vous semble, parce que je m'adresse à vous, parce que vous êtes en comité avec les autres walis, avec les autres régions, quelle adaptation vous semble indispensable aujourd'hui pour effectuer une véritable mutation urbaine, garantissant la sécurité des populations et des biens aujourd'hui? Je ne parle pas seulement de Nouakchott, je parle globalement de la Mauritanie, parce que les zones, il y a Kahidi, on a eu des inondations de Kahidi et d'autres zones également. Quelle adaptation vous semble indispensable pour effectuer vraiment une véritable mutation urbaine? Moi, je pense que dans le cas de ces situations, dans le cas de le revirement climatique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la meilleure solution, comme il le préconise, le technicien, c'est de faire un réseau, créer des réseaux dans les différentes grandes villes du pays, des réseaux d'assainissement qui permettent réellement de gérer cette nappe au niveau de Nouakchott, mais également ailleurs, mais également les eaux fluviales, les eaux usées également au niveau de la ville, qui sont en fait, pour Nouakchott,
le véritable problème, c'est en fait ces eaux usées qui se sont infiltrées dans le sous-sol depuis la création de la ville de Nouakchott jusqu'à aujourd'hui et qui crée en fait réellement cette nappe dont il parle superficielle qui est créée par l'infiltration de ces eaux. Il faut absolument que nous mettons en place un système d'assainissement véritable qui répond en fait aux exigences d'une ville moderne telle que la ville de Nouakchott et les autres villes à l'intérieur du pays, bien entendu. Alors, dites-nous, Monsieur Sidi Mohamed Lemine, le plan d'action aujourd'hui. Justement, je vais vous reposer la même question. Quelles sont vraiment les solutions adaptées aujourd'hui pour qu'on puisse faire face justement à l'assainissement de la ville et quelle est la part de responsabilité des populations dans ça, surtout concernant les fosses septiques, la part de responsabilité aussi de l'État concernant tout ce qui est l'aide à la population et les techniciens également pour l'assainissement de la ville de Nouakchott et aussi des villes de l'intérieur du pays. Je dirais que pour apporter une solution radicale et définitive à la problématique d'assainissement de la ville de Nouakchott, le département d'hydraulique et de l'assainissement accorde désormais la priorité à la réalisation d'un système de collecte, d'évacuation et de traitement des eaux usées qui sera réalisé à grande échelle, c'est-à-dire qui couvre toutes les wilayas de la ville de Nouakchott et surtout ce qu'on appelle les zones basses. Ce système-là, il va réduire l'apport en nappe, tout apport en nappe en eau usée, et qui réellement, vraiment aggrave la situation d'assainissement dans un contexte d'urbanisation non maîtrisée. Et comme je l'ai expliqué aussi comme seconde mesure, au niveau du département, on est en train de réhabiliter, de mettre à niveau les réseaux d'eau potable pour que aussi ces apports dans la nappe souterraine soient minimisés. Comme préalable à un réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ça reste tributaire, où ça dépend énormément des efforts en matière d'urbanisation. Et je pense qu'avec les changements climatiques, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il va falloir mettre en place, il va falloir activer une vision stratégique d'aménagement urbain harmonisé qui intègre un peu tous les plans directeurs de développement de différents services, que ce soit de l'eau, de l'électricité, des eaux usées ou des routes. Tant que la ville, le taux d'urbanisation n'est pas au niveau qu'il faut, malheureusement, les eaux de pluie causeront toujours des problèmes. Effectivement, quand on aura un réseau d'assainissement collectif pour les eaux usées qui sera assez étendu, il va servir certainement d'exutoire, comme ce qui se passe actuellement pour les réseaux d'évacuation des eaux souterraines, qui a été fait en 2018. Mais l'idéal, c'est d'évoluer vers une ville urbaine qui soit urbanisée, dont la voirie serait gérée correctement, dont les interventions seront bien centrées, bien cadrées. En ce qui concerne la responsabilité des habitants de la ville de Nouakchott, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que les gens veillent à ce que leurs fosses septiques soient étanches et à ce qu'ils aussi, sans coût certainement, surtout dans les zones basses, est-ce qu'ils aussi procèdent à des vidanges régulières pour essayer de maîtriser les infiltrations dans le sous-sol. Je pense aussi que, comme ça se pratique ailleurs, ça serait bien que tous les habitants contribuent à l'urbanisation de la ville en revêtant l'emprise de la voirie publique
qui est juxtaposée à leur propriété privée. C'est ce qui se passe dans certains pays. Dans certains pays, c'est-à-dire en contribuant un petit peu à, je sais pas, à mettre des trottoirs, mettre... Voilà, avant la propriété privée de n'importe quelle personne, avant qu'on lui remette dans certains pays, avant qu'il construise son habitation, on lui exige de revêtir les 10 mètres qui sont en face de lui dans la voirie publique. Donc si chaque citoyen l'a fait de son côté, ce qui reste aux autorités compétentes en matière d'urbanisation, il reste l'axe principal qui est souvent bitumé. Et ça facilite aussi, si les gens procèdent ainsi, ça va faciliter un nivellement du sol. C'est-à-dire que réellement, il y aura des écoulements. Quand chacun revêtit et crée une pente de son habitation, ça va faciliter les écoulements dans un sens donné. Mais je pense qu'avec ce genre de pratique, on peut évoluer rapidement vers une ville urbaine. Avant ça, je crois qu'au niveau des départements, on pense à renforcer la capacité de l'ONAS en matière de camions citernes et de pompes pour essayer de gérer la situation comme on la gère aujourd'hui. Il faut plus de moyens, plus de camions citernes, puisqu'on nous sommes encore à ce stade-là, plus de camions citernes, plus de moyens et plus d'hommes peut-être, de ressources humaines pour un petit peu répondre. Dans une variante en sable, malheureusement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les pluies, techniquement, actuellement, il n'y a pas un mécanisme de collecter les eaux de pluie dans un espace dont le terre n'est pas figé. Quand il y a une rue en sable, déjà quand il y a un vent, ça change le dénivellement de la rue. Quand quelqu'un amène des apports en matériaux de construction en charge de sable ou en charge, il crée un dénivellement de la rue. Donc de ce fait, on ne sait jamais quel est le sens d'écoulement de la pluie. Et puis quand une voiture s'enfonce dans une rue, elle crée un dénivellement qui favorise la stagnation des eaux de pluie. Mais en ce qui concerne les voiries, parce que nous assistons quand même à nos voiries qui sont inondées et qui créent même des nids de poules, qui favorisent des nids de poules vraiment très difficiles pour les populations, pour les voitures. Je crois qu'effectivement, les derniers revêtements qu'on a faits ou les dernières activités d'urbanisation qu'on a réalisées au cours des dernières années n'ont pas été faites de manière, je dirais, professionnelle. Avant de revêtir une voirie, on fait un ratissage topographique. C'est-à-dire qu'on regarde la topographie. Et avec ce ratissage topographique, on identifie les points les plus bas sur un axe d'un kilomètre ou de 2 kilomètres. Et là-dedans, on met ce qu'on appelle un bassin de collecte des eaux de pluie, ou éventuellement une station de pompage, quand les eaux sont assez importantes. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, ce qu'on a fait les dernières années, c'est qu'on n'a pas fait un ratissage topographique. Effectivement, les trottoirs qu'on a fait déversent dans certaines rues et causent plus de problèmes qui les arrangent. Mais dans la pratique, selon les normes, avant de faire n'importe quel trottoir, on procède à un ratissage topographique pour identifier, pour définir les points le minimum de points dans lesquels les eaux vont s'écouler, les eaux de pluie vont converger gravitairement. Ce qui n'a pas été fait du tout. Ce qui malheureusement jusqu'à présent on ne fait pas. Et c'est ce que j'ai dit. Le problème c'est qu'il n'y a pas une gestion, il n'y a pas un aménagement urbain harmonisé. Ailleurs, la voirie publique, c'est le domaine de plusieurs opérateurs. C'est le domaine de la Somelec, c'est le domaine de l'ASN2, c'est le domaine des télécoms, c'est le domaine de l'équipement, la route. Et la voirie publique est gérée de façon concertée. C'est-à-dire que pour chaque service, on affecte un couloir. Et avant même qu'il procède à réaliser quoi que ce soit, il faut qu'il aura l'aval, il faut qu'il se concerte avec les autres services pour ne pas leur créer des problèmes. Parce que malheureusement, actuellement, chacun cherche à se développer indépendamment de l'autre
Et Donc, malheureusement, il il faut crée une toujours des certaine problèmes. synergie, le fait de travailler ensemble et tout, parce que justement, on assiste malheureusement à l'électrification de l'eau, des fois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans la wilaya. À l'électrification de l'eau, les enfants qui jouent dans l'eau et l'électricité à côté, et c'est dangereux. Oui, il y a des systèmes sur lesquels, contre lesquels nous luttons de manière permanente. C'est ce que l'on appelle communément le système des niches. Des niches. Des niches. Donc ce sont en fait des raccordements au réseau d'électricité qui sont réalisés en général de manière illégale et qui sont carrément sur le sol et qui exposent en fait les populations, surtout les enfants, pendant l'hivernage, à des risques énormes d'électrocution. Et ça pose des problèmes aux populations, mais ça pose également des problèmes au niveau de l'administration, parce que les populations elles-mêmes favorisent ces niches. Ils ne sont pas conscients du danger, peut-être. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas conscients, mais ils pensent que peut-être qu'ils sont à mesure de limiter les risques ou de maîtriser la situation. Et souvent, ce n'est pas le cas. Malheureusement, nous avons assisté à des accidents très réguliers pendant l'hivernage. Des enfants, même des grandes personnes qui sont électrocutées. Parce que quelque part, il y a un câble dénudé qui se trouve sous l'eau. Et comme l'eau est un conducteur, ça crée des problèmes malheureusement. Mais nous faisons en coordination avec la Somelec souvent des campagnes de lutte contre ce genre de situation. Monsieur Moulay, rapidement, est-ce que l'ONAS dispose vraiment des moyens, les moyens qu'il faut aujourd'hui pour parer à la situation déjà, la situation qui reste à venir? J'espère que non. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes paré, vous avez les matériels qu'il faut, il y a les moyens qu'il faut aussi, la ressource humaine qu'il faut, rapidement avant de clore? L'ONAS a les moyens qu'il faut et on est en train de chercher aussi d'augmenter nos capacités en matière de ressources humaines et en matière de logistique. Et si ça demande même d'amener des citernes de la ville de Rosso, par exemple, de la ville d'Atar ou même Bassuknou ou un peu plus loin, on va le faire, Inch'Allah. Et pour la situation à Sabkha et à Almina, on est en train aussi, avec le département, monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de trouver des solutions qui vont durer pendant tout l'hivernage. C'est-à-dire augmenter le nombre des motopompes, augmenter le nombre des citernes et voir... et la rapidité d'intervention aussi pour avoir une rapidité de travail. Et par exemple, si on travaille une citerne dans une seule zone, ce n'est pas comme 3 citernes dans la même zone. Si on termine, on se déplace vers l'autre. Et les citernes qui sont avec les walis, si l'un des walis a besoin d'une augmentation des citernes, on peut le faire à temps. Et pour rajouter aussi sur ce que monsieur le conseiller a dit, l'ONAS actuellement est en train de voir avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement une sorte de convention pour voir, avant de faire la réalisation de chaque route, voir la possibilité de faire un réseau d'assainissement qui accompagne cette route. Parce que tout récemment, on a constaté que les voiries constituent des digues de protection pour par exemple, si on a un ruissellement qui part de ce côté vers ce côté, et si on met un goudron qui est un peu élevé, une voirie qui est un peu élevée, et ça va constituer une sorte de digue de rétention des eaux pour certains quartiers. C'est-à-dire que ça change la topographie de la zone. C'est pour cela qu'on est en train de voir avec le ministère de l'Équipement et des Transports une convention pour régler cette problématique. Et aussi pour voir les voiries de 2020, 2021 et même 2022, pour voir une solution de ce qui était déjà fait. D'accord.
Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec nous. On aurait aimé, élargir la discussion, mais le temps nous rattrape. Merci beaucoup à Monsieur Louali. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Monsieur Mohamed Salek. Merci également à vous, Sidi Moulay Lemi. Vous êtes le coordinateur du projet d'assainissement de la ville de Nouakchott. Et merci également Monsieur Moulay Gawad Ahmed, directeur technique de l'Office national de l'assainissement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un clin d'œil à toute l'équipe technique rédactionnelle qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Et très bonne suite de programme sur El Mauritania.